4e épisode. Lettre. Aux armées, le 10 mars 1918. Mon cher ami, la batterie que je commande depuis plusieurs mois vient de passer quelques journées bien tristes. Tout le personnel qui se trouvait sur la position, c'est-à-dire une quarantaine d'hommes, a été, à la suite d'un bombardement par obus asphyxiant, évacué d'un seul bloc sauf mon lieutenant et moi. Je ne crois pas t'avoir donné de mes nouvelles depuis mon installation dans le secteur qui est notre présentement. Sache donc que, depuis un mois environ, nous tenons le front dans un coin de la petite zone d'Alsace, autrefois annexée, que nos armées occupent depuis les tout premiers temps de la guerre. C'est en face de la Trouée de Belfort, entre Thann et Dannemarie, une région de certains points de laquelle on peut s'imaginer voir les clochers blancs de Mulhouse, et dont l'horizon est borné par la ligne lointaine de la forêt noire. Ici, mon cher, nous sommes loin de l'Alsace de Metzeral et de l'Hartmannsweiler. Les Vosges meurent et s'effacent devant le Rhin. C'est le point où la plaine et la montagne s'unissent en une parfaite harmonie. La plaine du Rhin étale d'un mouvement lent ses prés verts, ses gazons, devrais-je dire, tout imprégné d'eau ruisselante et dans le sol spongieux duquel le pied s'enfonce avec facilité. Les Vosges prolongent leur dernière vague, toutes couvertes de futaies, de hêtres, dont les 1000 colonnes blanches sont emprisonnées par le treillis d'un rouge vineux que leur forment les branches déjà bourgeonnantes et qui frissonnent au premier appel du printemps. Les prés semblent s'exhausser pour atteindre les sommets des collines. Les bois se font d'un abord plus doux pour se confondre avec la plaine. Tout est douceur et quiétude. Les villages ne départent point cet ensemble. Étalés au milieu des prés comme sur une pelouse, allongés tout à leur aise le long des chemins, ils ont l'air de jouer d'enfants. Imagine, mon cher, des maisons comme on voit sur les dessins de Hansi. Ce sont que des toits aigus, couverts de tuiles polies, murailles peintes au lait de chaux et partant toutes blanches frétées et bariolées, de grosses poutres de bois qui gardent leur couleur naturelle et qui, placées dans les positions les plus diverses, debout, horizontales, inclinées, forment des assemblages bizarres, des dessins variés, des armatures pleines de fantaisie. On dirait un paysage d'opéra comique, et lorsqu'il chatoie dans la buée matinale sous les premiers rayons du soleil, on se croit redevenu petit enfant, et il prend des envies de se raconter à soi-même de beaux contes bleus. On n'en sait plus malheureusement. Cela, mon cher, c'est l'impression du touriste qui passe et ne demande qu'à se laisser conquérir par le premier coup d'œil. J'y ajouterai, si tu le permets, 2 notes entièrement personnelles. La première, celle de l'étranger qui séjourne, c'est que ces maisons si coquettes, vues de loin sur leur pelouse verte, apparaissent, quand on approche, environnées de tas de fumier et que leur intérieur ne laisse rien à envier, au point de vue de la saleté, à celui des paysans de chez nous. La seconde, celle du guerrier. C'est que ce pays est le dernier du monde, car on n'y peut pas creuser d'abri. L'eau envahit immédiatement la moindre tranchée, et il serait probablement pénible de s'y battre. Tu t'étonnes peut-être de ce conditionnel. Il correspond pourtant à une réalité. La guerre a pris ici un aspect familial et charmant que tu saisiras de suite, lorsque je t'aurai raconté la rencontre que je fis, un des tout premiers jours de mon arrivée. J'étais allée de bon matin à mon observatoire et j'en revenais gaiement. Lorsqu'à 1500 mètres des tranchées environ, à un détour du chemin, je me trouve nez à nez avec une vieille paysanne qui marchait à pas menus, conduisant d'une main sa petite fille, tenant de l'autre un gros livre de prière, et elle hâtait le pas. La pauvre aïeule, car la cloche d'un minuscule village voisin, blottie sur la lisière d'un bois de hêtre, dont l'autre lisière forme notre front, teintait le second. Coup de la messe, et elle était en retard. Ceci se passait entre ma batterie et les premières lignes. De mémoire d'homme, paraît-il, il en a toujours été ainsi. Question de sentiment, question de politique, il nous est défendu de tirer sur les villages. J'ai sous le feu de mes canons, en première ligne ennemie, 2 gros bourgs. Burn-Haut le haut, Burn-Haut le bas, dont je me garderai bien de démolir une maison. Messieurs les Allemands ont eu la courtoisie de comprendre le sentiment de délicatesse envers les populations alsaciennes qui nous faisaient agir de la sorte, et d'y répondre de même. Et c'est ainsi que nous avons retrouvé une lutte idyllique et plaisante dont nous étions, mon pauvre ami, bien déshabitués. Les cheminées fument sans vergogne, les cloches sonnent à toute volée. Au soir, nul volet sévère ne vient masquer la lampe qui éclaire derrière les carreaux. Et jusqu'en première ligne, les gamins jouent à saute-mouton et vont en classe annonner, plein d'enthousiasme officiel, le catéchisme et le français.
Je me laisse aller là à une gaieté dont j'avais, depuis quelques jours, perdu l'habitude. C'est aujourd'hui les nouvelles de nos blessés sont meilleures. L'accident dont je t'ai parlé au début de ma lettre nous est arrivé avec une brusquerie déconcertante. Nous étions donc installés depuis un mois, échangeant de temps à autre avec les Allemands quelques coups de canon dans un respect réciproque des conventions, c'est-à-dire pour faire du bruit, non pour faire du mal. Lorsqu'il y a aujourd'hui 8 jours, dans le repos et le calme d'un bel après-midi dominical, car ici l'on connaît et l'on fête le dimanche, nous avons entendu soudain le sifflement rapide et léger du 77 et 6 projectiles sont tombés sur la batterie. Ils ont été immédiatement suivis de 6 autres, puis de 6 autres encore. Aucune explosion ne venait du reste former le point de ces exclamations. Les projectiles semblaient s'enfoncer en terre et amortir la rapidité de leur course avec un bruit mat. Parfois un simple paix timide et sans éclat signalait leur aboutissement. Notre expérience de vieux guerriers ne s'y est point trompée. Nous recevions des gaz asphyxiants. Chacun a mis son masque et s'est calfeutré dans les abris. Et nous avons attendu, sans une grande émotion, que le bombardement fût terminé. Il a duré environ 2 heures. Une, peut-être 2 batteries allemandes participaient au tir. Les salves se suivaient sans arrêt et le sifflement de la suivante se faisait entendre avant que celle qui la précédée fût arrivée à terme. Les obus fouillaient tout le bois, se déplaçant systématiquement d'avant en arrière, de gauche à droite, allant se perdre dans les bas-fonds derrière nous, en revenant sur nos canons. La séance close et le tir arrêté, nous sommes restés encore longtemps, le masque sur le visage. Nous sentions, quand nous le soulevions, une odeur inconnue et nouvelle. On eût dit que la batterie avait été saupoudrée de moutarde. Ce relent persistant a néanmoins complètement disparu. À la longue, et le soir venu, nous avons pu nous démasquer, dîner et nous coucher comme à l'ordinaire. Vers minuit, on est venu frapper à la porte de l'abri où je loge. Quelques hommes étaient fatigués. Je suis allée les voir. Ils avaient les yeux rouges et ne pouvaient plus respirer. On les a dirigés sur le poste de secours le plus voisin. Et toute la nuit, 2 par 2, les soldats se sont essaimés et sont partis pour l'ambulance. Tous, ils présentaient les mêmes symptômes. Quelques-uns se roulaient en criant qu'il avait les poumons en feu et qu'il étouffait. Au matin, il restait avec nous une dizaine d'hommes et ils ne disaient rien, mais étaient visiblement dans le même état que leurs camarades. Je les ai envoyés voir le médecin et je suis allée rendre compte au commandant de ce qui se passait. Nous avons, paraît-il, été gratifiés d'un nouveau produit dont les Allemands ont déjà fait usage depuis quelque temps sur certains points du front. On le nomme l'hypérite. Il n'infecte pas seulement l'air, mais tous les objets qui l'imprègnent, vêtements, couvertures, ustensiles divers, qui à leur tour, par le contact et par de nouvelles émanations, prolongent et renouvellent l'empoisonnement. Lorsque je suis revenue après 2 heures d'absence, j'ai trouvé tout mon monde rassemblé et prêt dans les autos d'ambulance. « Et quoi, vous partez ?»« Oui, mon lieutenant, a dit l'un des servants. Le médecin veut que nous allions tous nous faire soigner à l'hôpital. »« Il le faut, Lescaut, a ajouté le docteur. Ils vous reviendront presque tous, soyez tranquilles, mais ils seront imprudents de les garder actuellement. » Je me suis sentie devenir tout pâle. L'émotion d'une séparation possible m'a transie. J'ai cru deviner chez les servants aussi l'intuition que quelque chose d'inaccoutumé traversait cette minute. Ils semblaient presque honteux de me quitter tous. « Eh bien, allez, soignez-vous, » leur ai dit-je. Lorsqu'ils ont été partis, nous sommes regardés, mon lieutenant et moi, et nous avons eu l'impression d'être tout seuls dans la guerre. Nous nous sommes alors seulement rendus compte du cercle familier qui entourait notre vie quotidienne et qui venait de disparaître. Oh, ne crois pas que je veuille faire étalage devant toi de sentiments conventionnels et dont l'usure n'a d'égal à l'heure actuelle que la fausseté. Le régiment n'est pas ma famille. Le colonel n'est de ma part l'objet d'aucun sentiment d'affection filiale. Mes tendances iraient plutôt à traiter l'un de bagne et l'autre d'embusqué. Mais il est certain, et je l'ai senti dès l'instant où je suis restée seule avec mon lieutenant, qu'il existait entre tous les hommes de ma batterie, officiers, soldats, gradés, un lien tenu et faible encore assurément, mais dont la rupture brutale et maladroite nous a causé une légère souffrance. Et c'est quand on y réfléchit, une chose infiniment curieuse. Nous sommes une centaine d'individus, dont l'ensemble originaire d'une même région, savoyards et dauphinois, mais fortement mélangés néanmoins de Parisiens, de gars du Nord, de méridionaux. Tout nous sépare, l'éducation, le milieu, les habitudes,
les goûts, la profession. Les uns sont intellectuels, d'autres des paysans, des ouvriers, d'autres encore des commerçants. Certains, enfin, semblent avoir fait bien des métiers divers. Le hasard nous a rassemblés en un groupement dont nous ne tenons nullement à prolonger l'existence au-delà du strict minimum, dont nous nous évaderons pour entrer dans la vie civile avec une joie sans pareille. Nous avons tous gardé nos intérêts, nos affections en dehors du monde où nous vivons actuellement, et nous n'avons rien fait pour nous rapprocher de ceux auxquels la destinée nous a associés. Eh bien, malgré toutes ces raisons puissantes de rester étrangers, ces 3 ans de vie commune nous ont tous, à notre insu, enserrés dans un réseau que nous ne pouvons plus rompre aussi facilement que nous le voudrions. Est-ce d'affection, d'amitié, d'intérêt que sont faits tous ces fils par lesquels nous nous agrippons mutuellement ? Rien de tout cela, ou si peu me semble-t-il, que ce n'est point la peine d'en parler. Seulement, comment veux-tu que l'on reste indifférent aux aventures heureuses ou malheureuses de gens pour lesquels on éprouve à la fois de l'estime et une commisération un peu moqueuse, car tel est notre cas. De la commisération, tu ne comprends pas sans doute et te demandes ce que ce sentiment vient faire dans cette histoire. Nous avons tellement vu partir de nos camarades, les uns affectés à des formations bizarres dont les noms sont formés par des suites initiales mystérieuses, celui-ci dans un état-major, celui-là cramponné au dépôt au bon fonctionnement duquel il est indispensable. D'autres sont allés dans les mines, certains dans les usines. Et nous restons là depuis le début. Pour les uns, cela fait 3 ans et demi avec parfois une évacuation et un retour à son rang. Pour les autres, ceux des jeunes classes, il s'est écoulé déjà 12 à 18 mois depuis qu'ils sont au front. Et nous regardons avec étonnement et compassion. Nous nous adressons des sourires moqueurs. Pauvres imbéciles que nous sommes, qui nous n'avons pas su nous faire envoyer dans un autre poste, où certes nos facultés eussent trouvé un emploi plus brillant et plus utile que de se faire démolir un jour par un projectile ennemi. Tout de même, si nous sommes ici, c'est que nous n'avons pas voulu quitter notre place et nous faire affecter ailleurs. Oh, nos essais auraient probablement été infructueux. Nous n'aurions pas pu arriver à notre but, mais nous n'avons pas même voulu tenter. Et de là, vois-tu, naît ce sentiment d'estime qui brave toute autre considération, nous attache aux soldats qui vivent avec nous. Ne va pas t'imaginer, du reste, que cette estime, je puisse l'accorder à tout combattant, même inconnu. Le respect que nous portons instinctivement à tout sentiment vrai et intime comme celui-là exige que nous restions un certain temps en contact avec ceux qui doivent en être l'objet. Je n'ai pas besoin de pénétrer dans leur atmosphère, mais il faut que je me familiarise avec elle. Puis un soldat qui a été trop souvent blessé, évacué, qui a changé d'unité un grand nombre de fois, perd presque forcément la notion de cette fierté guerrière qui fait rester l'homme à son rang. Car c'est une vertu plutôt passive qu'active, qu'il n'est pas moins bon de soumettre à de trop fortes tentations. C'est pourquoi ce lien qui nous unit, vague ébauche d'un embryon de petite patrie, je ne crois pas qu'on puisse le retrouver indifféremment dans toutes les unités combattantes. Dans une compagnie d'infanterie, par exemple, son existence me paraît à peu près impossible. Oh, il est si faible et immatériel qu'il devient un phénomène négligeable. Car mon ami, la vie d'une compagnie d'infanterie, c'est quelque chose de tellement épouvantable que nul, même moi artilleur, ne pourra jamais s'en faire une idée, s'il n'y a pas participé longuement. Une compagnie d'infanterie, c'est comme un monstre qui se dévore lui-même et qu'on ne maintient vivant que par un gavage artificiel. Les parties sont journalières, la mort y est toujours présente. Les soldats et les officiers y passent comme ces silhouettes collées sur des tapis roulants qui défilent dans les spectacles d'enfants, puis sont avalés par un orifice béant, pour reparaître ailleurs, on ne sait où, on ne sait quand. Comment veux-tu alors que chacun soit autre chose qu'un numéro, une fiche interchangeable, un pion sur un damier ? Où trouver la physionomie, l'individualité à quoi s'attacher ? Quant au fantassin lui-même, ses souffrances sont trop grandes, sa vie trop incertaine, pour que ses facultés puissent être étendues à autre chose. À l'avant qu'à ne pas mourir, à l'arrière qu'à vivre de l'existence du civilisé. Et c'est déjà sublime que dans ces conditions, il sache se battre et manger à la gamelle et qu'il ne faut pas naître l'occasion qui le délivrera de l'assaut. Chez nous, il n'en est pas de même. Une attaque, si dure soit-elle, n'anéantit pas. N'anéantissait pas du moins jusqu'à ce jour. Une batterie d'artillerie, une bonne partie de conducteurs, un certain nombre de servants avec lesquels nous sommes partis en guerre sont encore là. Et ces servants, je ne peux me défendre d'un faible pour eux. Je fais plus que les estimer. Je les admire.
Eux aussi, ils souffrent. Ils courent des dangers, voient la mort de près, mènent une vie pénible, patauchent dans la boue, couchent dans un lit tous les 6 mois, et malgré cela, il existe dans ces natures généralement frustres une élégance morale dont je suis ébahie. D'où leur vient, à travers tous les aléas, les tristesses, les dégoûts de la vie quotidienne, ce dévouement instinctif pour leur chef. Cette absence de jalousie pour la vie que nous menons, incomparablement plus confortable que la leur, ce sens si net et si juste du grand devoir, devant lequel on ne biaise pas. Peut-être, comme je le disais précédemment, est-ce d'être encadré de figures à la longue familière et connue. Peut-être est-ce que leur souffrance n'excède pas une certaine dose au-delà de laquelle les forces humaines sont tenues pour ne pas fléchir, de se réfugier dans l'égoïsme et l'animalité. Peut-être aussi est-ce un vague reflet, une lointaine réminiscence de la dignité qui s'attachait autrefois à l'arme savante. Car ils sont fiers d'être artilleurs. Ils sont en contact avec la science et l'intelligence, qui ont domestiqué et mis dans leurs mains cette puissance du feu. Ils les admirent. Ils croient aussi y participer un peu. Leur canon, par sa finesse et sa modération, n'est pas leur maître, mais leur compagnon. Ils ne sont pas comme les servants de ces pièces monstrueuses, réduits au rôle d'humbles comparses dans la manœuvre d'une machinerie géante qui les écrase par sa masse sous une incompréhension totale. Ils sont, eux, les animateurs de cet animal puissant et souple qu'ils embrassent d'un seul coup d'œil et qui leur obéit fidèlement. Qu'attend-il en récompense ? Rien, si ce n'est la fin de la guerre. Servants, ils sont. Servants, ils resteront. Ils n'ont nul espoir d'une amélioration possible de leur sort. Leur spécialité est une impasse. Ils ne peuvent pas monter en grade. Quelquefois, tu rencontres parmi eux une figure qui t'étonne par son intelligence et sa vivacité. Un garçon de 20 à 25 ans, maigre, nerveux, dont le visage aux joues creuses semble dévoré par 2 grands yeux. Regarde ses manches. Sur l'une d'entre elles, sur une seule, tu verras un double galon de laine. Ce modeste insigne représente son bâton de maréchal. C'est un maître pointeur. Cet humble garçon est le véritable chef de son peloton. C'est autour de lui que se groupent tous ses camarades. C'est lui qui te guette d'un œil toujours en éveil quand tu donnes des ordres. Il semble qu'en lui se concentre l'âme de la batterie. Longtemps après la guerre, de nombreux officiers d'artillerie resteront rêveurs, j'en suis sûre, en pensant à tel ou tel maître pointeur qu'ils auront jadis connu. Moi, je serai toujours émue en songeant à la minute où m'a été dévoilée l'existence de ces sentiments dont je n'avais pas encore nettement conscience. Le soir de l'évacuation générale de tous nos servants, nous avons reçu un pot pourri de fantassins, de gradés, d'artilleurs d'autres batteries, avec lesquels nous sommes remontés mettre en position dès le lendemain. Je vois encore tout ce monde empilé dans le bureau de la batterie, visage blafard et éclairé, platement par une seule bougie. Je me vois entrant, vêtu d'une veste de canonnier, qui devait me rendre tout gosse et tout pâle, car il m'avait fallu déposer mon uniforme infecté par les gaz. Je me rappellerai surtout la détresse qui me remplissait et devrait éclater ma voix, tandis que je m'essayais à mettre un peu d'ordre dans cette improvisation, et la compassion subite et respectueuse que j'ai vue s'allumer aussitôt dans les yeux de tous ces hommes. Mon cher ami, depuis 3 ans et demi que dure la guerre, les aides intérieures sur lesquelles je pouvais compter pour soutenir ma volonté toute nue d'aller jusqu'à la victoire ont disparu une à une. Et c'est terrible à dire. Je crois bien qu'elles ne reviendront pas. Mon enthousiasme a souffert de trop fortes déceptions pour pouvoir jamais refleurir. Verdun a tari en moi les sources de l'angoisse. Et je sais trop où peut mener la réflexion pour m'y abandonner encore. Mais un sentiment que je n'éprouvais pas au début est né et a grandi. Peu à peu, il est apparu aujourd'hui mon soutien le plus ferme. J'ai appris à connaître la valeur de la vie humaine. Cette chose qu'il n'est point en notre pouvoir de donner et que nous détruisons avec une telle insouciance. J'ai appris à apprécier la noblesse de sentiment, la simplicité d'attitude qui l'orne souvent.
On ne peut pas toujours rester confiné dans la société des grandes idées et penser sans cesse à la victoire, mais protéger de son mieux la vie de ces hommes, se rappeler qu'on emporte la responsabilité et qu'elle peut dépendre des ordres que l'on donne, la défendre contre des missions inutiles, parfois, et contre l'insouciance de chacun, le plus souvent, est un but plus à portée de nos forces et tellement irrésistible qu'il engloberait et ferait disparaître tous les autres. Si l'on n'y prenait point garde, et je crois bien, quand j'observe autour de moi mes camarades, que c'est là ce qui nous fera tous rester à notre rang jusqu'à la fin de la guerre. 5e épisode. Les routes de France. Un courant d'air froid me réveilla. Repoussant le grand manteau bleu d'ordonnance étalé sur moi, je me mis sur mon séant de mes yeux encore embués de sommeil, aperçurent la petite station à laquelle le train s'était arrêté. Le brouillard matinal et opaque de novembre amortissait les contours de toutes choses et noyait dans le paysage entrevu, par la porte du wagon dans une ouate grise et sale sur laquelle ressortissaient en taches vives les vestes bleues et les pantalons rouges des hussards et des chasseurs d'Afrique avec lesquels je faisais convoi. En face de moi, à l'autre extrémité du fourgon dans lequel je voyageais, mon cheval croquait d'une dent gloutonne son premier foin du matin. Avec des gestes maladroits, je me mis debout tout empoussiéré par les brindilles du tas de paille grâce auquel le plancher de la voiture m'avait paru moins hostile. Il faisait froid et j'avais faim. Nous étions en novembre 1914 et après 3 mois d'instruction au dépôt, j'étais envoyé jeune sous-lieutenant pourvu d'une ordonnance et d'un cheval rejoindre mon régiment quelque part sur le front. Depuis la veille, le spectacle le plus ordinaire m'apparaissait teint d'une couleur nouvelle. Et, tout comme un profane entrant dans un temple consacré par l'histoire et la vénération populaire, je me sentais plein d'un respect religieux pour le pays inconnu dans lequel allait se dérouler la vie nouvelle qui m'appelait. Je franchissais par un passage étroit et dérobé le mur épais qui séparait du reste de la France cette prestigieuse zone des armées, et je voyais un rayon de soleil dans la moindre lueur de jour qui me parvenait de l'autre extrémité du tunnel. Ma feuille de route portait comme première destination le Bourget. Le mystère qui régnait sur le but définitif de mon voyage ne faisait que me le rendre plus sacré. Et c'est avec une émotion un peu timide que, 48 heures après mon départ, à 10 heures du soir, j'atteignis Guyancourt, petite station à l'est d'Amiens et point terminus que ne dépassaient pas les trains dans la direction du front. Après une nuit passée sur un bon lit de paille, devant le feu d'un corps de garde, je me dirigeai le lendemain matin vers Quai-en-Santerre, où séjournait, m'avait-on dit, l'état-major du corps d'armée. Une brume épaisse et froide m'enveloppait, qui cachait complètement le paysage et laissait simplement apercevoir une bande de terrain large de 5 à 6 mètres de chaque côté du chemin. Des arbres surgissaient comme des fantômes à mes côtés. La route semblait droite et plate. La couche de boue qui la recouvrait et que je ne trouvais épaisse, quoique elle fût bien mince en comparaison de ce qu'il m'était réservé de voir ultérieurement, était marquée par les traces des sabots de chevaux ou striée de longues bavures par les roues d'auto. Ma jument trottait lourdement dans ce terrain nouveau dont elle semblait détacher les pieds avec peine. De temps à autre, sortaient du brouillard à quelques mètres de moi 2 ou 3 fourgons en colonne, accompagnés d'un sous-officier à cheval. Les bêtes marchaient allègrement, comme faites à ce milieu. Elles étaient crottées jusqu'au ventre. Les harnachements étaient tachés de myriades de gouttes de boue séchée. Ces apparitions fantomatiques étaient tout ce que je savais du front, et il semblait que celui-ci eût mis une dernière coquetterie à se dérober à moi derrière ce voile ultime. C'est là le premier contact que j'eus avec les routes de France. Je ne m'attendais point alors à mener la vie de vagabond qui devait être à la mienne. Je me doutais pas que de gauche à droite et de droite à gauche, je parcourais pendant 4 ans les chemins comme un véritable errant et que des étapes sans nombre et des logis de fortune marqueraient pour moi tout un coin de la carte de repères ineffaçables, de souvenirs parfois disparus, mais souvent renaissants, et que le pas monotone de mon cheval me promènerait indéfiniment dans une abdication complète de ma volonté au gré de caprices souverains, en face desquels mes désirs seraient quantité négligeable. Route de France,
Je vous ai connue sous tous vos aspects, recouverte par la neige et calcinée par le soleil, détruite par le gel et déshonorée par la boue, déserte et morte, trépidant d'une vie concentrée. Route de France, route de montagne et de plaine, route d'été, route d'hiver, je vous ai immensément aimé, et pour votre infinie variété qui m'a fait connaître et adorer mon pays dans ses beautés et dans ses misères, et pour le repos et le calme dans lequel, grâce à vous, mon esprit et ma volonté ont pu se retremper au cours des intervalles de cette dure et longue lutte. En effet, les étapes étaient une période de détente pour mes nerfs, obéissant à une volonté supérieure sur laquelle je n'avais aucune action, encastré dans un ensemble harmonieusement conçu et fortement charpenté, où chacun occupait sa place et participait automatiquement au fonctionnement de la machine, je me laissais aller au charme d'une vie sans souci, mais non point sans intérêt, car l'imprévu n'en était pas exclu. Il en faisait au contraire partie intégrante. Imprévu de l'étape du lendemain, imprévu du gîte prochain, imprévu d'où pouvaient naître toutes les aventures, sauf la guerre et le danger, puisqu'on en venait et que l'on y retournait. Tous les souvenirs de ces parcours lents et capricieux prennent avec le recul des journées une poésie et une couleur incomparables. Il n'est pas de maison banale, de hameau désert qui n'apparaissait revêtu d'un charme tout particulier à quiconque ne les connaissait, par la veille et sait qui les aura quittés pour toujours le lendemain. C'était en janvier 1916. Nous délaissions la région de Belfort où nous nous reposions depuis plusieurs mois pour aller faire des manœuvres près d'Épinal, au camp d'Arches. Nous nous mettions en route au petit matin. Le froid était vif et piquant. Le soleil était bas dans un ciel d'azur pâle et ses rayons obliques pouvaient, sans plus fondre la gelée blanche qui recouvrait les prés d'une couche neigeuse et qui reculait pas à pas, en même temps que les ombres longues et irrégulières des bois. La route était sonore et nette. La colonne progressait derrière nous dans le roulement de tambours des canons et des caissons. Nos chevaux avançaient avec précaution, et d'un pas incertain, ils recherchaient d'instinct, pour ne pas glisser, les bas-côtés du chemin que les ornières durcies recouvraient d'un naufrage favorable et sûr. Enveloppé dans un manteau dont je bordais soigneusement les pans entre mes genoux, écartier de la selle, le casque enfoncé jusqu'aux yeux, je tenais les rênes d'une main dont le gel sans pitié desserrait l'étreinte et que l'onglet gagnait peu à peu. Les étriers semblaient m'infuser dans la plante des pieds, le froid de toute la nature. Tout le long de la colonne, les servants, le mousqueton en boudelière, marchaient d'un pas rapide, dédaignant leur siège des avant-trains. Nous suivons une route sinueuse, ondulée, charmante, tantôt traversant des bois dépourvus de feuilles, tantôt longeant un pré tout blanc sur lequel se projetait l'ombre d'un long et haut remblai boisé. Le soleil montait insensiblement sur l'horizon. Ses rayons se faisaient plus chauds. La petite rivière semblait naître à la vie. La gelée blanche n'apparaissait qu'en plaques de plus en plus réduites. Les manteaux s'ouvraient et les servants remontaient sur leurs sièges. Nous avancions vers les Vosges. Il faisait plus froid. Un matin, nous partions sous un ciel noir et bas, par une longue descente à flanc de coteaux. La route nous menait à Plombières sous la première chute de neige. C'était une étrange apparition entre les sapins qui recouvraient ses pentes, s'intercalaient entre les maisons et garnissaient les jardins que cette ville convergeant vers un bas-fond qui par toutes ces villas, ces hôtels fermés, à travers les gros flocons tombant drus, maintenant faisait penser à une marmotte s'engourdissant pour le long sommeil de l'hiver. Nous traversions la petite ville d'eau, sans nous y arrêter. Nous en sortions par une pente abrupte et à travers la campagne recouverte déjà d'une couche épaisse, dans le bruit assourdi et ouaté des batteries en marche, nous arrivions à Xertigny, but de notre étape. La neige continuait à s'amasser toute la journée. Unissant les pieds des maisons par un tapis immaculé, sous lequel disparaissait toute trace de chaussée, de trottoir, de ruisseau. Il paraît que notre train régimentaire est prisonnier dans Plombières. Il n'en peut plus sortir. La montée est trop abrupte, les chemins mauvais, les chevaux fourbus. Les ordres n'arrivent pas, les plantons ne peuvent plus circuler. La nuit est venue et l'on sourit à cette pensée d'être bloqué dans ce bourg lointain où les habitants ont un accueil amène, où le décor est imprévu, où le kirsch est bon, et de rester tapis longtemps, loin des tracas et des agitations, dans un engourdissement silencieux et reposant. Notre promenade a pris fin. Des autos nous ont enlevés et, précédant les batteries, nous franchissons le soleil de Bussang par les lacets
de cette route admirable qui, par de temps à autre, laisse comme un éblouissement le souvenir de l'Alsace entrevu à travers une coupure de la montagne. Entre deux pentes boisées, nous arrivons à Saint-Amarin. Nous sommes destinés à mettre en batterie dans le secteur de la 66e division. Plein d'étonnement, nous regardons le commandant Thorel et moi, notre chauffeur, recouvrir ses pneus de neige et que l'on met pour les trajets difficiles en montagne. Nous traversons Saint-Amarin, Crute, et la vallée se rétrécit, se ferme comme un doigt de gant, et par un chemin dont les lacets sinueux se répètent pendant 13 kilomètres, nous faisons l'ascension d'une muraille de sapins abrupts. Un peu avant le sommet de la montagne, les forêts s'arrêtent. Nous avons dépassé la zone des arbres, et quand la grisaille du soir et de la brume, nous avançons non plus sur une route, mais sur une piste neigeuse que des êtres humains méconnaissables sous leurs capuchons, leurs cuirasses de poils de chèvre, leurs bottes fourrées déblayent sans cesse. Un paysage de haute altitude nous entoure. Sur notre droite s'étend une savane blanche et bossuée. Sur notre gauche, le terrain s'effondre dans la pente abrupte que nous venons de gravir et des nuages lourds et agités bouillonnent en la cuve géante que nous dominons. Nous arrivons enfin à notre voyage. Bredfirst est à 1300 mètres d'altitude. Nous sommes demeurés 1 mois en ce pays. Et bien qu'il eût un ennemi en face de nous et que nos canons fussent en batterie, je n'ai jamais pu considérer que cette période des hostilités comme la guerre. Ce fut une cure d'air pur dans les hauteurs, une villégiature de sports d'hiver, les fourreaux de neige glacée qui emprisonnent les branches des arbustes, silhouettés d'un trait d'ombre leur ossature et leur donnaient l'aspect de fleurs monstrueuses et irréelles. Les chevaux se protégeaient du froid par une forêt épaisse, sous laquelle il avait un air emprunté. Des chiens d'Alaska rassemblés à grands frais attelés en équipe avec des cornes s'exerçaient infructueusement au ravitaillement des unités perdues dans la montagne. Favorisé par un temps radieux, je faisais de longues promenades. L'ombre nous environnait encore, mais déjà le Honeck et les autres sommets rossissaient. Les premiers rayons du soleil illuminaient les pentes, faisaient étinceler la neige autour de nous. La route descendait en serpentant entre les forêts d'épicéas, dont les masses sombres résistaient victorieusement à la clarté joyeuse du soleil. Un ruisseau serpentait dans le fond du Touareg, s'élargissant parfois en lac artificiel. Et autour de la montagne, j'apercevais égrenés le long de la vallée, groupés capricieusement au bord du torrent ou sur les rochers, les maisons d'un village. Mittlasch. La neige était en partie fondue dans le bas-fond. La fumée s'échappant des cheminées s'unissait à la brume matinale pour recouvrir les toits rouges d'un voile transparent et mobile que la chaleur de midi ne dissipait pas encore. Cette manifestation de la vie, au sein de la solitude environnante de Mittlasch, était singulièrement plaisante à voir. Ainsi, les paysages se déroulaient sous mes yeux, ravis dans un contraste permanent ou dans une graduation lente et continuelle. Hier, nous avions admiré les Vosges, leurs vallées resserrées, leurs groupes boisés, leurs prés morcelés par des nombreux et touffus, leurs maisons éparses dans la campagne. Demain, nous verrions la région située au nord de Paris, Louvre et Fontenay en Parisie, la plaine immense et sans obstacle, la culture industrielle, les chemins longés par des lignes de transport de force, les fermes immenses qui, par l'ampleur de leurs courses, seraient prêtées aux évolutions d'un régiment d'artillerie. La France tout entière et ses colonies semblaient circuler sur la route. Des autos d'état-major nous doublaient à toute allure. Des fourgons nonchalants se traînaient vers la gare de ravitaillement. Des paysans assis sur l'un des brancards sur leur charrette allaient aux champs véhiculant fumier et récolte. Des fantassins qui marchaient courbés d'un pas plongeant étaient rejetés dans les fossés par un convoi de camions automobiles, soulevant un nuage de poussière. Des anamites qui soignaient la chaussée et recouvraient les bas-côtés d'un lit de pierre nous regardaient passer et il me semblait voir une lueur de moquerie dans leurs yeux bridés. Parfois, la guerre s'éloignait. La vie se faisait autour de nous presque normale. Les villageois nous recevaient de façon plus aimable. Mais c'était là chose rare, car si la proximité de la guerre et les travaux de l'arrière-front n'avaient pu ôter à la terre de France sa beauté et son charme, la longueur des hostilités avait fait disparaître toute grâce et toute spontanéité dans l'accueil que nous réservaient les habitants et dans la reconnaissance que nous pouvions leur témoigner de leur hospitalité. En permanence, les malheureux villages de l'arrière-front hébergeaient des troupes toujours nouvelles,
Des visages inconnus occupaient sans cesse le logis ouvert. Les hôtes de passage étaient de toutes conditions, de toute éducation, de délicatesse parfois petite, une dégradation lente mais irrémédiable, résultait pour les habitations de ce défilé continuel de soldats. Aussi, les meilleurs ne pouvaient nous ouvrir leurs portes qu'avec une compassion pleine de lassitude. Les médiocres, après avoir fait part du feu, ne songeaient qu'à rattraper leurs pertes par un mercantilisme effréné. De notre côté, si le vieux goût d'aventure qui sommeille en tout homme jeune, si la beauté souveraine de notre éternelle promenade, si la douceur du moment présent comparée aux fatigues qui nous attendaient d'ailleurs, nous faisait trouver dans ces marches un repos et un plaisir réel, il faut bien reconnaître que notre éducation ne nous avait pas préparés à cette vie de chevalier errant. Le logis banal et quotidien me donnait la nausée. L'absence de foyer, qui devenait surtout sensible au cantonnement, m'emplissait d'une angoisse et d'une tristesse excédée. Et c'était sans grâce que nous occupions nos maisons d'un jour. Aussi, je ne veux pas évoquer ici la monotonie et l'écœurement de nos contacts quotidiens avec les civils. Ce n'est pas en eux que l'on pouvait trouver l'imprévu et le pittoresque. D'autres l'ont écrit avant moi, et je ne puis que le répéter ici, car c'est la vérité, tout au moins dans le petit cercle qui m'entourait et que j'ai pu observer. Légende, la poésie de l'aventure galante et sans lendemain. Légende, la silhouette du beau soldat qui conquit les cœurs, passe et ne revient pas. Parfois, cependant, la réception était cordiale. Les exigences militaires n'avaient pas encore lassé le pays. Le désir de faire du commerce se dissimulait sous une amabilité plaisante. Ma colonne traversait les coteaux de la vineuse Champagne, et nous cheminions avec respect à travers les vignes innombrables, étalées sur les pentes que le soleil réchauffe, et au bas desquelles coule la Marne. Nous arrivâmes, et le soir, dans un gros village situé près d'Épernay, nous n'y trouvâmes que des visages épanouis, des regards affables. Ces bonnes gens, tributaires avant la guerre, des grandes maisons de vin de Champagne, avaient décidé chacun de leur lancer leur petit mousseux. Et est-ce un plaisir de nous voir? Est-ce sens averti de la publicité? Je veux l'ignorer. Tard dans la soirée, chaque famille groupée autour de l'officier et du soldat dont elle avait fait son prisonnier vanta les qualités de son clos et les fit apprécier par de nombreuses rasades. Tard dans la soirée, je regagnai mon lit. Les rues étaient calmes, les auberges désertes. Cette petite fête avait un air familial et de bon aloi. Le corps de garde lui-même était vide. Il s'était déménagé et par un soupirail, je l'aperçus, installé dans une cave confortable où des discussions verbeuses et sans doute intéressantes se poursuivaient. Le lendemain matin, bien des regards humides s'arrêtèrent une dernière fois sur le gîte qui s'éloignait au détour du chemin. Mais les spectacles qui s'offraient à nous, au cours de nos étapes, n'étaient pas toujours de beauté. La France possède aussi ses régions de misère et de désolation, où les habitants sont rares, où la maladie règne, où la terre est un culte. Un jour de décembre 1917, il faisait un froid cruel, et nous marchions tenant nos chevaux par la bride et formant une colonne désolée. La terre nue et sans trace de culture était blanche, non de neige, mais de gel. Tout semblait pétrifié. Les routes n'étaient que verglas. Croix-Arjolch nous apparut. Maisons basses et distantes les unes des autres, dont les toits de chaume se découpent sur un ciel d'un bleu uniforme et glacé, quelques-unes abandonnées sans porte ni fenêtre, toutes tristes et sans aucune parure qui vint égayer les murs de pierre nus ou de torchis. Le soleil était sans force, ses rayons semblaient blancs. Sur les seuils de la porte, des habitants rares, vieux, maigres, nous regardaient d'un œil indifférent. En lisière du village commençaient les marais de Saint-Jean. Une forêt de joncs brunis, dont on ne voyait pas la fin, cachait l'eau croupissante. En vent du nord rageur faisait onduler cette moisson stérile dans un bruissement métallique et semblait soulever et disperser dans ces malheureux entour tous les miasmes de la fièvre. Des chaussées surélevées traversaient ce désert marécageux. Mais celui-ci n'était que la porte et l'emblème d'une région maudite, glissant et patinant sur le verglas. Des routes, nous traversâmes Meilly-le-Camp, ville horrible, faite pour et par le militaire, et nous séjournâmes quelque temps à Torcy-le-Petit, proche Arcis-sur-Aube. Le village avait le même aspect désolé. Une partie des maisons était vide et abandonnée. Les propriétaires étaient sans doute partis, las de cultiver ce pays ingrat. Les pièces étaient immenses et nues, le sol de terre battue. La température devenait féroce. Le thermomètre marqua 25 degrés au-dessous de zéro. Nos chevaux exposés à tous les vents
dans des écuries schématiques qui étaient formées d'un toit de chaume supporté par 4 piquets branlants, nous regardaient d'un œil triste en grelottant. Souvent au matin, on en trouvait un mort de froid. Les oiseaux ne chantaient plus. Le regard n'apercevrait qu'une immense plaine s'étendant vers Troyes, dont la couleur pleine d'un ocre pâle était incomplètement cachée par la blancheur du gel et du verglas, et dont la monotonie n'était rompue à de rares intervalles, comme par des traits fourchus tracés sur un dessin, que par des silhouettes d'arbres isolés. L'aube seule et ses bords semblaient vivre dans ce désert infini. Pour lutter contre l'ennui, j'allais visiter Arcis-sur-Aube. La petite ville était aussi déserte et plus triste encore que ses environs. Une place carrée devant moi, l'église. À gauche, l'Aube, rivière. Toute verte et qui bruise en passant sous les moulins vers laquelle on descend par une pente indécise et que franchit un pont. Les deux autres côtés sont bordés de maisons et en leur milieu s'éloignent perpendiculairement 2 routes toutes droites qui, en l'espace de 100 mètres, traversent la ville et les faubourgs et se perdent dans l'affreuse campagne, derrière toutes les fenêtres fermées, des regards qui épient l'unique étranger. Tel m'apparut d'abord Arcis. Ce pays était lointain, étrange, incompréhensible. Rien dans le présent ni dans le passé ne me rattachait à lui. Le froid me gagnait moralement. Mais je me retournai derrière moi au centre de la place, une statue, Danton. Et Arcis s'illumina. Il me parut respectable et tout proche de moi. J'étais en terre française. Partout en France, nous trouvons ainsi une grande ombre ou sur un léger souvenir grâce auquel l'atmosphère nous devient de suite familière. Au cours de nos pérégrinations, nous voyons des pays qui peuvent nous sembler disparates et lointains. Nous sommes journellement en contact avec des intérêts puissamment divergents qui semblent s'opposer les uns aux autres et nous être même quelquefois hostiles, mais ce n'est pas là que la preuve d'une vie ardente. Cette végétation touffue et enchevêtrée se nourrit aux mêmes racines. Tous ces hommes éprouvent des craintes et des espoirs communs. Toutes ces campagnes sont liées par des échanges réciproques, par des coutumes et par des souvenirs identiques. Mais il est un pays où tous les sentiments divers éprouvés de ceci et de là naissent à la fois au contact duquel notre histoire s'évoque, en un raccourci puissant qui semble être la synthèse obtenue par l'apport de toutes les régions françaises. Certes, il ne rappelle, ne remplace ni ne résume toutes nos provinces, mais il règne sur elles modèle d'élégance, de beauté et de grâce dans lesquelles se sont venues fondre harmonieusement toutes les qualités de notre terre. Suivez vers la fin du mois de mai la grande route qui part Trosly-Breuil se dirige vers Compiègne à travers la forêt. Un seul mot pourra rendre l'impression que vous ressentirez. Elle est royale. Elle est large, macadamisée, bien assise, et les grands hêtres qui la bordent rejoignent au-dessus d'elle leur feuillage en une voûte magnifique. Derrière eux, la forêt s'épaissit, masse sombre illuminée par la transparence verte des feuilles et les gouttes dorées de soleil. Il vous semble d'abord n'être pas là à l'unisson de cadres, vous le déparez. Et puis sans effort, il vous élève jusqu'à lui. Vous tendez le jarret pour fouler cette chaussée royale. Vous respirez plus à l'aise et plus profond. Ces arbres étaient là, longtemps avant vous. Leurs hôtes futés ont vu passer les chasses, les carrosses et les régiments du roi, les volontaires de la République et les soldats de l'Empire. Ils en sont fiers. Ils nous regardent et ils comparent. Pourquoi ne le seraient-ils pas de nous ?